Tu te rappelles la mort? Bah oui, il est doublé par Christopher Lee. Yes, I could have done something. Trop blague pour le sujet, on recommence. Tu te rappelles la mort? Le plus souvent, c'est plutôt la mort qui se rappelle à nous. Trop sérieux. Bah faudrait savoir. La mort est à la fois un thème très important et totalement trivial. C'est un sujet dont on est amené à beaucoup parler, un événement auquel on est souvent amené à penser, mais sur lequel il est au fond difficile de trouver des choses intelligentes à dire. C'est la grande angoisse existentielle de l'humanité, l'obsession métaphysique qui nous désespère autant qu'elle nous motive à nous sortir les doigts du cul pour faire quelque chose de notre vie. La mortalité est l'élément qui résume à lui tout seul la condition humaine. La contradiction irréductible entre notre finitude matérielle et l'infini auquel notre cognition est structurée pour aspirer est notre tragédie fondamentale. Et les décisions que nous prenons, les actions que nous entreprenons, sont tributaires de notre rapport avec le fait qu'on va mourir un jour et avec ce qu'on croit qu'il va nous arriver après. Cette omniprésence de la mort dans la vie de chacun fait qu'il n'y a pas d'âge minimum pour commencer à en entendre parler. Autant de nombreux parents insistent pour laisser leur enfant croire au Père Noël pour que l'aspect sinistre d'un monde sans magie lui soit épargné le plus longtemps possible, autant il est fréquent d'attendre avant d'apprendre aux enfants comment on fait les bébés, autant la mort, d'une manière ou d'une autre, on se rend généralement compte très jeune que ça existe, que ça concerne tout le monde et que c'est un événement plutôt négatif qu'il faut chercher à éviter, même si ça peut être plus ou moins abstrait et plus ou moins édulcoré dans notre esprit. Ceci étant posé, pourquoi parler de la mort dans la fiction, a fortiori la fiction jeunesse? Certes, la mort existe, et alors? Les chaises et les trottoirs existent aussi, et c'est pas pour autant qu'on se retrouve à en parler dans les dessins animés. D'abord, il faut s'entendre sur ce qu'on appelle parler de la mort. Si on veut dire rendre explicite que les personnages sont mortels et risquent de cesser d'exister si on les expose à un trop grand danger, c'est indispensable pour des raisons d'enjeu. Si on veut dire déclencher une réflexion sur la mortalité de l'homme, ça a un intérêt philosophique car ça ouvrira la porte à de grandes histoires. Déjà sur ce qui fait l'intérêt d'être en vie, la responsabilité qu'on a de consacrer le temps qu'on passe sur Terre à quelque chose d'excitant. C'est la catégorie à laquelle appartient Soul, le Pixar. Les histoires de ce type ne parlent pas de la mort en réalité, elles parlent de la vie et de pourquoi, même si la vie n'est que souffrance, c'est quand même à tout casser mieux d'exister que de ne pas exister. Cet angle d'attaque pour aborder le thème de la mort ouvre également la voie à des histoires comme Coco, pour rester sur Pixar, qui évoquent la question du devoir de mémoire des vivants envers les morts et de la nécessité de perpétuer leur héritage. Dans un autre état d'esprit et un autre studio, on peut faire des histoires du type du Chapeauté 2 sur le fait de devoir accepter sa propre mortalité et vivre sa vie sereinement avec cette idée. Cet autre angle d'attaque est vraiment plein de potentiel pour un tas d'histoires profondes et touchantes. En revanche, si par parler de la mort, on veut dire imaginer un truc qui arriverait à l'âme après la mort, là c'est la foire à la saucisse. Autant on peut avoir des histoires très intéressantes et riches de sens en faisant un exercice de style sur la forme que peut prendre l'enfer ou le paradis. Pas besoin de gris là. L'enfer, c'est les autres. Autant qu'on croit au paradis ou pas, l'implication de la vie après la mort dans la fiction est généralement plus introduite pour des raisons scénaristiques que de prise de position métaphysique de la part de l'auteur, et ça peut entraîner des dérives comme dans Charmed ou Dragon Ball, où à force de voir les âmes des morts rendre visite aux vivants tous les week-ends et jours fériés pour leur parler de combien ils kiffent leur vie au paradis, la mort n'a plus aucune espèce de signification et on perd l'enjeu indispensable à l'histoire que j'évoquais au début. Parlons d'abord de cet aspect enjeu, c'est le plus évident. Toute fiction doit avoir des enjeux, pas moins quand c'est pour les enfants que quand c'est pour les adultes. Et donc même dans les dessins animés pour la jeunesse, la mort existe toujours implicitement. Quelles que soient les précautions prises par la mise en scène ou par les dialogues pour atténuer la violence, le jeune spectateur sait que le risque qu'on court quand on part à l'aventure, c'est de mourir, que la prudence dont le héros doit faire preuve a pour finalité première d'éviter de mourir ou de provoquer la mort des autres. Ça n'a l'air de rien dit comme ça mais j'insiste. Franklin porte un casque quand il fait du vélo et tout le monde, y compris le spectateur, quel que soit son âge, c'est en gros pourquoi il faut que Franklin porte un casque. Dès qu'un personnage monte en hauteur ou se retrouve dans l'eau ou se retrouve face à un personnage menaçant, l'idée de la mort est présente. Ce concept est tout simplement trop central dans nos vies pour qu'il en soit autrement. Et donc, imaginer que la mort serait effacée de la fiction jeunesse par censure, c'est un non-sens. Dès qu'on a des personnages et dès qu'il y a un tant soit peu d'aventure, il y a la menace de mort. Je connais très exactement un dessin animé dont la mort est absente de situation où elle devrait être présente. Silverhawks. Les héros sont immortels car ce sont des cyborgs, leurs ennemis sont immortels, ou en tout cas surnaturellement vieux parce que ce sont des aliens, donc l'action se déroule dans un monde sans mort. Et cette absence relative de la mort a quelque chose de vraiment dérangeant, de décalé, de déplacé, au diapason de la bizarrerie générale de la série. Et pourtant on parle juste du fait de mourir naturellement. Les Silverhawks peuvent être tués au combat. Même la mort naturelle, même quand c'est pour les enfants, on ne s'en passe pas impunément.
Ceci étant posé, il est indéniable que la fiction pour enfants met généralement en scène la mort avec plus de pudeur que la fiction pour adultes. Comme dit dans notre vidéo sur la censure, les Américains en particulier ont une conception assez rigide de ce qui est convenable dans les dessins animés pour la jeunesse. C'est pourquoi non seulement dans les séries pour enfants, on meurt moins que dans l'équivalent pour adultes, toutes choses étant égales par ailleurs, et surtout, pour mettre en scène la mort, on a tendance à procéder soit par implicite, soit par métonymie. Attardons-nous sur ce dernier cas. En fait, dans les dessins animés pour enfants, autant on peut avoir une approche assez réaliste de la mort, qu'on trouve fréquemment dans les longs métrages Disney ou autres, autrement dit la vraie mort, celle de la vraie vie, comme disait Lionel B, le côté réaliste servant généralement à aborder la question du deuil et de la reconstruction de soi après un grand malheur, autant pour la télévision, on a souvent affaire à des manières surnaturelles de mourir. Être enfermé pour toujours dans une autre dimension, être changé en pierre, tomber en catalepsie programmée, avoir sa force vitale ou son âme absorbée par quelque chose, être changé en robot, c'est quand même la mort. Juste avec un vernis qui permet au spectateur de prendre de la distance avec ce qui se passe à l'écran. Ces morts magiques peuvent être de deux types différents. Celui où, du fait de son caractère magique, ça manque d'inertie ontologique et donc peut être annulé par les héros s'ils neutralisent la force à l'origine de ces morts magiques, ça peut même être le but de l'intrigue. Mais notons que même dans ce cas, c'est de la mort à crédit. Si le héros ne parvient pas à annuler la mort magique, alors le personnage mort restera mort. Et celui où, en effet, le côté magique de la manière de mourir est cosmétique, et ce, de façon parfois suffisamment grotesque pour menacer l'immersion du spectateur dans l'histoire. Nous avons déjà eu dans d'autres vidéos l'occasion d'évoquer la catalepsie de Chris Colorado ou la robotisation de Sonic le Rebelle qui sont manifestement définitives, et on pourrait aussi citer dans ce registre le Royaume des Ombres de la traduction occidentale de Yu-Gi-Oh! Dans notre vidéo sur Duel Monsters, nous avons expliqué comment ça marche. Des situations qui en VO étaient banalement mortelles deviennent en VF des situations dans lesquelles le personnage en danger risque de perdre définitivement son âme dans une autre dimension. C'est un peu bêta, mais si on y réfléchit 2 secondes, l'enjeu est strictement le même. Le personnage risque la fin définitive de son existence. C'est pourquoi nous, la question de savoir si le personnage est menacé par un revolver ou par une baguette magique qui va le faire s'évaporer, ça nous est relativement indifférent. Fonctionnellement parlant, le personnage risque d'être tué. La coloration abstraite que prend ce type d'événement dans les séries animées pour la jeunesse est simplement un langage auquel il faut s'habituer. Mais pour notre part, ça ne nous a jamais gênés. Accepter le côté grotesque de la mort magique est un effort qui vaut la peine d'être fait quand l'histoire derrière est plaisante. Cette pudeur du scénario et de la mise en scène envers la mort a quand même un effet pervers. C'est que parfois, l'œuvre elle-même semble prendre les situations présentées moins au sérieux qu'elle le devrait. Elle devient dupe de ses propres stratagèmes. Nous citons souvent en exemple cette fameuse scène de Gravity Falls où Mabel envisage de vendre au méchant le corps de son frère pour pouvoir terminer son spectacle de marionnettes. Attardons-nous un peu dessus pour une fois. Dedans, le méchant prend possession du corps de Dipper. Autrement dit, il est en train de lui infliger une mort magique à crédit. Et non seulement Mabel, la sœur de Dipper, s'en fout complètement car elle est obnubilée par le spectacle marionnette qu'elle est en train de faire pour séduire son crush du jour, rappelons qu'elle en a un nouveau toutes les 2 semaines à peu près, mais en plus, le méchant parvient presque à la convaincre de l'aider à réaliser ses projets. Mabel ne se ravise qu'au dernier moment parce que le méchant fait une gaffe et lui fait prendre conscience qu'elle est en train de se conduire de manière horrible. Essayons d'être le plus indulgent possible avec les auteurs. Je suppose qu'on est censé considérer que le fait que Dipper se soit fait voler son corps, c'est pas très grave, et que du coup, du point de vue de Mabel, elle doit juste choisir entre si c'est elle qui aura un bonbon ou si elle doit charitablement laisser le bonbon à son frère. Parce que les auteurs voient ça comme ça, ils trouvent pas ça odieux de la part de Mabel d'hésiter à porter secours à son frère pour pouvoir finir son spectacle marionnette. Sauf que non, concrètement, le méchant retient son frère en otage et a manifestement prévu de l'exécuter. Mettons qu'on soit dans une série plus réaliste et sombre où le méchant est réellement un type chelou qui retient Dipper en otage dans une cave qui se remplit d'eau ou je sais pas quoi. Vous trouveriez acceptable qu'une gamine de 12 ans hésite ne serait-ce que 2 secondes entre tenter de lui porter secours et faire un spectacle marionnette? J'espère bien que non. Or, à coup de métonymie, on finit par nous demander d'oublier que Dipper est sérieusement en danger, et donc de trouver l'attitude de Mabel acceptable pour un personnage censé être positif, si on en croit l'épisode de la licorne. Mabel est la fille la plus aimable et gentille du monde. Bon, après, je sais pas si c'est lié à la distance que les morts magiques nous font prendre avec les événements qui se déroulent à l'écran, ou si c'est tout simplement parce que les auteurs comptent sur nous pour mettre notre empathie en pause quand elle n'est pas sollicitée. Comment ça? Bah, parfois, que ce soit dans la fiction pour la jeunesse ou non d'ailleurs, on a l'impression que les pertes humaines ne sont un sujet important que quand la mise en scène décide que ça l'est. Les œuvres récentes qui font de l'humour déplacé sur le sujet pourraient donner à penser que c'est un phénomène moderne, mais au fond, ça se retrouve à toutes les époques. Dans Mazinger Z, années 70, la destruction de figurants en masse lors des combats relève de l'anecdote. Dans Cosmo Cats, années 80, visiblement c'est très important de sauver le capitaine du vaisseau de mercenaires, mais le reste de l'équipage, qui est a priori composé de créatures sentientes, on s'en fout complètement. Le fait que Aang, dans Avatar le dernier maître de l'air, années 2000, ait servi d'hôte à l'esprit de la mer pour éliminer des dizaines de soldats
soldat du feu n'est même pas évoqué une fraction de seconde lorsque l'éthique assez rigide de Aang sur le sujet est mise sur le tapis. Au fond, paradoxalement, c'est comme si l'attitude attendue par défaut du spectateur est l'indifférence pour la vie humaine. Pour que la mort ait du poids, il faut que la narration lui en donne. Ça dépend. Pour qu'un figurant ait une identité, faut-il que la narration lui en donne une ou en a-t-il une par défaut? C'est-à-dire ? C'est l'anonymat des foules de figurants qui permet aux spectateurs d'être indifférents à leur mort, et il est difficile de déterminer si cet anonymat est passif ou activement provoqué par la mise en scène. Dans Star Wars comme dans Avatar le dernier maître de l'air, les hordes d'ennemis massacrés par les gentils sont déshumanisés par une combinaison intégrale les rendant tous identiques et d'allure robotique. Cet artifice a quelque chose de mystifiant car il ne devrait en toute logique pas fonctionner. La mort est un événement dont la gravité est universellement et immédiatement compréhensible, quelle que soit la forme qu'il prend. On n'a jamais besoin d'en dire beaucoup pour que le spectateur saisisse immédiatement les conséquences que va avoir la mort de tel ou tel personnage sur les autres. Les sentiments que ça va inspirer aux héros, la manière dont l'événement va influencer le récit. Dans le cas des hordes de sbires, leur mort signifie une évolution du champ de bataille donc ne peut pas être insignifiante. En réalité, pour un spectateur pleinement immergé dans l'histoire, le fait que des personnages, même inconnus, même sans visage et sans nom, aient cessé d'exister, devient un non-sujet lorsque l'intrigue le submerge d'informations. Si la mort des anonymes est en bas de la hiérarchie des informations, le spectateur accepte plus ou moins consciemment de ne pas en faire une affaire d'État. L'anonymisation par les masses, comme dans Avatar ou Star Wars, influence la hiérarchie des informations dans ce sens. C'est ça qui fait la différence entre ces œuvres et Blue Beetle, où la mort des sbires de la méchante, même s'ils sont anonymes, reste relativement haut dans la hiérarchie des informations qu'on reçoit, puisque la mise en scène les fait crever comme des humains plutôt qu'être détruits comme du décor. Et bien sûr, le fait que la joie et la bonne humeur dans laquelle ça se fait soient contradictoires avec l'éthique personnelle du héros n'aide pas. Quoi qu'il en soit, lorsque la mise en scène lui donne une importance raisonnable, le rôle que joue la mort n'est pas le même selon qu'elle intervient au début, au milieu ou à la fin de l'histoire. Au début du récit, la mort est un élément perturbateur standard et radical. Quelqu'un qui était là n'est plus là et ne reviendra pas. Et ça change tout. Lorsque les héros sont jeunes, leur départ pour l'aventure peut être précipité par la mort de leurs parents ou autre figure protectrice. Mais plus généralement, la mort d'un personnage peut justifier à elle toute seule que l'état du monde change radicalement d'un coup et est la raison pour laquelle l'histoire commence. C'est le cas dans One Piece par exemple. Quand on y réfléchit, c'est également de cette manière qu'est justifiée l'intrigue d'Avatar le dernier maître de l'air. Non seulement la Nation du Feu a brisé l'harmonie entre les 4 éléments en décidant d'envahir les autres peuples, mais surtout, l'Avatar chargé de préserver cette harmonie a disparu au moment où on avait besoin de lui. Sans ça, la situation n'aurait pas été aussi dramatique. En d'autres termes, la mort d'un personnage au début de l'intrigue est utilisée à la manière d'une digue qui saute et qui permet au flot des péripéties de s'écouler à partir de là. Comme vu dans les exemples cités, la mort d'un personnage n'est pas nécessairement le déclencheur décisif de l'intrigue. Il peut se passer des choses dramatiques qui suffisent à elle toute seule. Mais il est fréquent d'avoir un personnage bien identifié qui incarne la stabilité qui disparaît tandis qu'il meurt. Au milieu de l'intrigue, c'est-à-dire en tant que péripétie, la mort d'un personnage peut avoir de nombreuses fonctions, mais je dirais que ces différentes fonctions se rattachent à la même idée générale de souligner le sérieux ou l'importance du moment vécu par les personnages qui restent en vie. Si un méchant parvient à voler une ressource précieuse aux gentils ou à remplir un de ses objectifs, on peut toujours se dire que les héros peuvent rattraper le tir à l'épisode suivant. Faire mourir un personnage dans la foulée permet de faire comprendre au spectateur qu'on vient de vivre un vrai basculement irréversible de l'intrigue. Ça fonctionne dans les deux sens. Il est courant dans les séries d'aventures d'avoir un méchant d'arc narratif qui n'est pas le méchant principal, mais dont la mort ponctue une phase de l'intrigue. Les séries Digimon aiment bien cette méthode, mais on la retrouve également dans Avatar et dans d'autres séries du même genre. Soit dit entre parenthèses, même si cette méthode est bien connue en dehors des dessins animés, le live a d'autres contraintes. Quand un personnage meurt dans une série live ou dans un film sans que vous en compreniez la raison narrative, demandez-vous si c'est pas tout simplement l'acteur qui est devenu indisponible. Ce sont des choses qui arrivent. Mais à charge des scénaristes de trouver une façon d'introduire cette mort imposée par la contrainte IRL qui soit logique et signifiante dans l'histoire. Bien qu'il m'ait profondément traumatisé, je garde de l'épisode de la mort de Force Jaune dans Bioman un souvenir poignant, dont a posteriori je voyais la nécessité scénaristique dans la série et dont je n'aurais jamais pensé qu'il n'était pas prévu dans l'histoire au départ. Les morts brutales de Stargate, qui pourtant ne seraient apparemment pas dues à des problèmes d'acteurs, m'ont toujours paru beaucoup plus téléphonées et moins logiques. C'est tout un art de faire une bonne histoire qui garde une cohésion malgré le départ des acteurs. Si on n'y arrive pas, il vaut mieux renoncer à faire mourir le personnage. Dr. Quinn, femme médecin, ne s'est absolument pas embêté au départ d'Erika Flores à faire mourir Colleen. Non, tu ne vas pas mourir. Ils ont juste remplacé une actrice blonde par une actrice brune sans le moindre état d'âme. Quand on produit de la fiction, la cohésion du scénario devrait être la préoccupation numéro 1. C'est un enjeu propre aux séries live de toute manière. En animation, les Américains ont beau être beaucoup plus à cheval que les Français sur la cohérence du doublage, ce genre de choses arrive moins, et la mort d'un personnage est toujours une décision motivée par le contenu de l'œuvre. Un personnage qui meurt est un personnage qui ne pourra plus être utilisé dans le scénario.
C'est tout bête, mais ça entraîne plusieurs conséquences. D'abord, n'importe quel personnage ne peut pas mourir n'importe quand. Certaines fictions se vantent d'être imprévisibles en ceci que n'importe quel personnage peut mourir dans l'épisode. C'est un mensonge. Certes, il y a des séries qui peuvent faire mourir un personnage secondaire de manière aussi imprévisible qu'incompréhensible, mais ce sont des personnages jetables. Et quand c'est pas le cas, quand un personnage qui paraissait important meurt avant d'avoir rempli le rôle qui semblait lui être dévolu dans l'intrigue, c'est parce que l'œuvre a réussi à cacher au spectateur quelle était sa véritable logique. Car elle en a forcément une, sinon ce serait juste de la mauvaise écriture. Mais une fois cette logique comprise, on sait très bien qui peut ou ne peut pas mourir étant donné le nombre d'épisodes qui restent. Et lorsque l'œuvre désobéit à cette logique, soit l'épisode est délibérément ignoré, soit le personnage reviendra d'entre les morts pour remplir son rôle. Les auteurs n'étant pas infaillibles, ils anticipent parfois mal quelle mort de personnage secondaire sera problématique sur la durée. Notamment lorsque l'œuvre est longue, on regrette parfois d'avoir tué un personnage et de ne plus pouvoir l'utiliser. C'est une difficulté que les comics de super-héros gèrent particulièrement mal, parce qu'ils ont l'ambition de continuer indéfiniment et font mine de ne pas se rendre compte que c'est difficilement compatible avec la mort de certains personnages. Dans ce cas-là, rien de plus simple, on le ressuscite, ce qui peut vouloir dire ou bien prétendre que le personnage n'a jamais été mort et en a seulement donné l'impression, ou bien le faire revenir d'entre les morts d'une manière ou d'une autre. Au fond c'est pareil, donc parlons de résurrection dans les deux cas. A l'instar des morts contraintes dans les séries live, à charge des scénaristes d'écrire cette résurrection d'une manière qui soit logique et signifiante dans l'histoire. Le résultat est plus ou moins heureux selon les séries. On pourrait se dire que c'est nul, que le mieux aurait été de pas tuer le personnage du tout. Mais ce cirque de la mort et de la résurrection a quand même un intérêt. Il permet de montrer le jusqu'au boutisme ou l'esprit de sacrifice d'un personnage et de le réutiliser quand même ensuite. Dans Code Lyoko, Franz Hopper se sacrifie à la fin de chaque saison pour marquer le genre de basculement irréversible de l'intrigue qu'on mentionnait plus haut et se révèle toujours avoir survécu dans la saison suivante. Le problème, c'est que ça fait pas très sérieux. Ça veut dire que la mort tragique du personnage n'est plus une scène tragique et perd beaucoup de son impact quand on sait que le personnage n'est pas réellement mort. Il faut se poser la question de si le jeu en vaut la chandelle, et il le vaut rarement. Les nouvelles aventures de Batman troquent la mort tragique de Gueule d'Argile contre un scénario glauque qui, quoi qu'on en pense, n'apporte rien à l'œuvre, et quand bien même, aurait parfaitement pu se faire avec un nouveau méchant créé pour l'occasion. Ça valait vraiment pas le coup. Même la résurrection du père d'Esteban dans les mystérieuses cités d'or, qui a un véritable intérêt dans l'intrigue et amène des choses intéressantes, a quand même quelque chose de regrettable au regard de l'impact qu'est censé avoir son sacrifice à la fin de la saison 1. Il existe une alternative à la résurrection, qui était déjà plus ou moins présente dans le mythe arthurien avec Merlin, mais qui a été popularisée par Star Wars, le fantôme de Jedi. Lorsqu'un personnage est mort, mais qu'on a besoin de connaître son point de vue sur les événements en cours ou que le contraste entre lui et les personnages encore vivants reste utile à montrer, on peut faire intervenir ce personnage sous forme de fantôme de Jedi. Tout le monde sait ce que c'est qu'un fantôme, pas besoin de Star Wars pour populariser le concept. Ah mais un fantôme de Jedi c'est pas juste un fantôme. Un fantôme de Jedi c'est pas vraiment un personnage. Il est là, il s'exprime, certaines œuvres vont jusqu'à le faire agir dans l'intrigue de temps à autre, mais c'est un personnage qui n'existe pas pour lui-même. Il n'a plus d'ambition ni d'objectif depuis qu'il est mort. Il est là uniquement pour être une voix au service des personnages encore vivants, à tel point qu'on s'en fout complètement de savoir si c'est réellement la conscience du personnage mort qui s'exprime, ou si le héros l'hallucine totalement. Rien à voir avec un fantôme ordinaire, c'est-à-dire un personnage qui survit après sa mort pour finir ce qu'il a commencé de son vivant. D'ailleurs on a besoin d'être mort pour être un fantôme, car quand on est un fantôme, c'est la totalité de notre être qui est un fantôme. Pour être un fantôme de Jedi, on a juste besoin d'être indisponible. Car c'est seulement notre parole, notre sagesse qui s'exprime sous forme de fantôme de Jedi, pas notre être en entier, vous voyez? La question des fantômes et de la résurrection me fait penser à un autre sujet. On a surtout parlé des gentils jusqu'à présent, mais les méchants, eux, ont un autre problème avec la mort. C'est que souvent, ils sont déjà plus ou moins morts au début de l'intrigue et leur premier objectif est de ressusciter pour retrouver leur puissance d'antan. Les héros essayent de les en empêcher, mais ils devraient pas! Dans leur état de fantôme, ces méchants sont invincibles et c'est le fait de ressusciter qui les rend mortels. Ce syndrome récurrent du méchant invulnérable tant qu'il est mort, mais vulnérable une fois qu'il a ressuscité, doit beaucoup au fait que, logiquement, si l'auteur s'est fait chier à donner au méchant un plan en 10 étapes, c'est pas pour qu'il échoue à la 6ème. Faute de quoi on serait déçu de pas assister aux étapes suivantes. Bon, cela dit, il y a quand même ça dans le Seigneur des Anneaux. Et toujours est-il que voilà, seuls les vivants sont mortels. Les morts sont immortels. Donc un méchant qui reste actif alors qu'il est mort a tendance à être immortel. À la fin de l'histoire, le conflit moteur de l'intrigue doit s'éteindre. Ça implique souvent la mort d'un personnage, et ce même dans les fictions pour les plus jeunes. Le méchant peut y échapper grâce à la magnanimité du héros, mais c'est bel et bien une chose à laquelle il a échappé alors qu'elle était présente dans l'intrigue. Du côté des héros et de leurs alliés, la victoire implique fréquemment une forme de sacrifice. Le sacrifice permet de souligner que la victoire n'est pas gratuite, difficile à obtenir et donc méritée. Son omniprésence renvoie également au goût de la fiction pour les fins douces amères, c'est-à-dire les fins heureuses mais avec de gros regrets que nous évoquons dans notre vidéo sur la défaite dans les dessins animés.
Et quoi de mieux qu'un personnage sacrifié à la victoire pour rapporter cet élément d'amertume? Le sacrifice a aussi une fonction très spécifique, c'est de parachever la rédemption d'un méchant. Dans le Retour du Jedi, la rédemption de Dark Vador passe par son sacrifice. Au fond, ça arrange tout le monde, car s'il avait survécu, il aurait fallu trouver un compromis satisfaisant entre la prise en compte de ses crimes et la prise en compte de sa rédemption. Avec sa mort, on peut tout lui pardonner sans scrupule. Dans Star Wars, ça se fait tout seul, mais cet exemple a fait jurisprudence. Dans les comics X-Men, lorsque Jean Grey est devenu le Phénix et a détruit des planètes entières, l'éditeur en chef de Marvel à l'époque, Jim Shooter, a exigé qu'elle meure pour expier ses fautes. Depuis, il paraît assez naturel qu'un méchant qui se repent, ou pire, un gentil passé du côté obscur qui finit par se repentir, meurt par sacrifice à la fin de l'histoire pour trouver ce compromis introuvable entre justice et indulgence. À la différence des morts de début ou de milieu d'intrigue qui sont réellement, concrètement des morts, magiques ou non, les morts par sacrifice sont parfois des morts métaphoriques, des changements radicaux qui s'opèrent sur le personnage et qui le rendent... comment dire, indisponible aux autres et à lui-même, comme s'il était mort. On trouve ça dans Oban par exemple, car de manière contre-intuitive, une apothéose en fin d'histoire s'apparente à une sorte de mort. Ah, la fin qui s'apparente à une sorte de mort. Parlons-en de la fin qui s'apparente à une sorte de mort. Quoi? Parlons de fin, et surtout, parlons de suite après fin fermée. Oh non, on a dit qu'on arrêtait avec les suites après fin fermée. Ça fait 15 ans qu'on essaie de faire comprendre aux gens notre problème avec ça, et le seul effet tangible que ça a, c'est de saouler tout le monde. Bah, je voudrais pas te décourager, mais de toute façon, on va être obligé d'en parler à la prochaine vidéo. Et je n'aurai pas de meilleure occasion qu'aujourd'hui pour le dire, voici ma théorie sur les suites après fin fermée. Elles existent parce qu'une apothéose de fin d'histoire s'apparente à une sorte de mort, et que la plupart des gens ont peur de la mort. Je croyais que tout le monde avait peur de la mort. Et à l'avenir, parle pour toi. C'est pas un peu extrême comme théorie? Les gens semblent juste avoir envie de prolonger un plaisir, c'est aussi simple que ça. C'est lié! Je suis une grande consommatrice d'histoire. Je le connais, ce sentiment de vide qu'on ressent après avoir refermé le livre, ravi d'avoir eu la conclusion, mais incapable de savoir quoi faire ensuite, car le prochain livre, on ne sait pas s'il sera aussi bien, et que celui qu'on a envie de lire, c'est celui-là, celui qu'on vient de finir. Moi aussi, je vais lire et relire la dernière page pour rester encore un peu dans cette ambiance, encore quelques minutes. L'angoisse que les choses soient finies, le refus qu'une expérience agréable se termine. Je comprends très bien. Mais pourquoi est-ce qu'ouvrir un autre livre, aller relire celui-là, ça ne suffit pas à apaiser cette angoisse? Parce qu'il faut admettre que cette histoire est finie. Et du coup, admettre que les choses se finissent. Pourquoi est-ce angoissant que les choses se finissent? Parce que nous-mêmes, un jour, nous finirons. Accepter qu'une histoire se finisse, c'est accepter sa mortalité. C'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment exiger des gens. C'est normal d'avoir du mal à le faire et de remettre à plus tard le moment où on y sera obligé. Mais en même temps, c'est complètement vain de faire ça, de remettre à plus tard, je veux dire. Car quoi qu'on fasse, tout finira. Les histoires comme la vie, et c'est ce qui en fait la valeur. Il y a une raison pour que la plupart des histoires qui parlent de la mort parlent en réalité de l'intérêt d'être en vie. C'est parce que c'est notre fin qui nous donne une valeur et un sens. Pour revenir au contenu des histoires elles-mêmes, ce qui est certain, c'est qu'à la fin, le personnage disparaît de nos vues, donc pour le spectateur, c'est comme s'il mourait. Le revoir en revisionnant la série, en relisant le livre, c'est se plonger dans un album souvenir. Il suffit que l'intrigue elle-même contienne une cérémonie d'adieu ou un départ pour que la fin soit interprétée concrètement comme signifiant la mort du personnage. C'est à mon avis pour ça qu'une théorie de fan veut qu'à la fin de Sakamoto pour vous servir, le personnage titre soit en réalité en train de mourir d'une maladie incurable, alors qu'il n'y a aucune raison particulière de le supposer. Ces fans se sont tournés vers cette théorie parce qu'ils tiennent absolument à ce que ce qui se passe dans Sakamoto est une explication rationnelle. Ils s'appuient sur de l'imagerie en lien avec la maladie et la mort présente au fil de la série, mais c'est présent précisément parce que la mort est une préoccupation majeure des êtres humains. Elle sert souvent à illustrer des idées beaucoup plus larges, et parfois les gens ont tendance à trop se focaliser sur ce prétexte de la mort, si je puis dire, pour interpréter l'œuvre. On y reviendra. Bon, mais sinon, t'as rebondi sur ma formulation pour servir de prétexte pour cette digression. Digression ? Mais moi, je ne parlais pas de la fin d'histoire qui s'apparente à une sorte de mort. Je parlais de l'apothéose d'un personnage à la fin de l'histoire qui s'apparente à une sorte de mort. Donc si on en revenait à ces morts métaphoriques de fin d'histoire. On pourrait penser que ces morts métaphoriques sont une question de censure, mais pas forcément. Dans Full Metal Alchemist 2003, et je parle là du dernier épisode de la série, pas du film, le sacrifice de Ed est un sacrifice abstrait, précisément parce que sacrifier simplement sa vie serait trop facile et insuffisant. Comme dit précédemment, le sacrifice pour la victoire renvoie à une notion d'échange. Donc contrairement aux morts dans le reste de l'intrigue, il doit avoir une certaine valeur qui, paradoxalement, empêche parfois que ce soit un simple suicide. Remarque, c'est valable aussi dans Brotherhood. Bon, après, même ces morts-là ne sont pas irréversibles. Il est étrangement fréquent qu'on se remette d'un sacrifice héroïque de dénouement. On retrouve clairement plus ça dans la fiction jeunesse qu'ailleurs, mais pas que. J'ai été très surpris que le héros d'Interstellar survive à son sacrifice héroïque, par exemple. C'est un peu cheap, mais d'un autre côté, ça permet de présenter le sacrifice pour les autres comme une sorte de pari sur l'avenir, que l'intrigue présente comme gagnant.
Comme vous le voyez, la mort est comme de juste omniprésente dans la fiction en général, donc dans les dessins animés en particulier, en tant qu'événement. La question qu'on peut se poser est celle de sa présence en tant que thème. Ce qui soulève une autre question plus générale, est-ce que la mort est véritablement un thème? Nous l'avons déjà sous-entendu, je le redis maintenant et nous serons amenés à le répéter. Au fond, aucune des fictions que nous pouvons citer comme parlant de la mort ne parle de la mort en réalité. Elle parle de deuil, de devoir de mémoire, de plaisir de vivre, mais jamais de la mort elle-même, parce que de la mort elle-même, il n'y a jamais rien à dire. Vraiment désolé, mais je suis mort. Quand on meurt, c'est tout, ça se passe de commentaires. Comme dit au début et redit à l'instant, une grande partie de nos valeurs sont conditionnées par notre mortalité. Le concept de chercher un sens à sa vie même quand elle n'en a pas, de faire la différence dans un monde trop grand pour nous, ou au contraire de savoir identifier et se satisfaire du bonheur tel qu'il existe plutôt que d'en rechercher un qui n'existe pas, ce sont des sujets qui se présentent comme ils se présentent parce que nous sommes mortels et que nous devons déterminer comment employer le temps limité que nous avons devant nous. Même plus généralement, des questions telles que celle de savoir si dans une aventure c'est le voyage qui compte ou la destination, ce sont des questions en lien avec la finitude de la vie humaine. Certaines œuvres mettent ce lien en avant, explicitement comme Le Chapeauté de Usul, ou bien implicitement comme Peter Pan, et même quand ce n'est pas le cas, on perçoit toujours ce lien plus ou moins consciemment. En cela, la mort est un thème central de fiction. Non, c'est une tautologie. La condition humaine est la source des thèmes qui y sont liés. La fiction en traite parce qu'elle est écrite par des humains à destination des humains. Et la condition humaine, c'est la mortalité. Dire que tout message sur notre façon d'envisager nos vies a un lien avec notre manière de gérer notre mortalité me paraît être une lapalissade. Mettre en exergue la mort comme thème sous-jacent d'un propos sur la condition humaine me paraît surestimer la richesse du sujet mort en tant que tel. La mort, c'est ce qui arrive à la fin de la vie. Cet état de fait sert de point de départ pour parler d'autre chose qui en tient compte. En ce qui nous concerne, c'est généralement cette autre chose qui retiendra notre attention. C'est la raison pour laquelle il nous est parfois reproché de ne pas parler de la mort dans des vidéos sur des séries que d'autres analysent sous ce prisme-là. Ça a été le cas par exemple pour Cowboy Bebop, dont on peut dire que c'est une série qui apprend à mourir, à accepter l'inéluctable. C'est pertinent, mais ça nous a davantage intéressé de pointer du doigt la stagnation, la permanence de la condition humaine, que la série met en scène en présentant un futur qui est juste le XXe siècle dans l'espace. Certains thèmes semblent en lien plus direct que d'autres avec la mort. C'est le cas par exemple du deuil, qui est un sujet en lien avec la mort des autres, mais aussi du temps qui passe et de la vieillesse. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ce sont des thèmes très présents dans les histoires courtes pour enfants. Dans les séries animées, ils ont tendance à être moins proéminents. Je dirais que c'est pour une raison toute bête, c'est que ce sont des thèmes assez introspectifs. Or les séries animées, même profondes et intelligentes, préfèrent généralement mettre l'accent sur l'aventure, l'action, le mystère. Par exemple, le deuil. Auburn Star Racers peut être aussi introspectif qu'on le veut, il n'empêche que la mort de la mère de Molly et la douleur d'avoir à supporter son absence servent surtout de point de départ à des aventures, à être un sujet de tension et de mystère. Je cite Auburn, mais on pourrait prendre d'autres exemples du même genre. D'ailleurs, dans Avatar le dernier maître de l'air, c'est précisément parce que la disparition de la mère de Zuko est traitée comme un événement mystérieux et intrigant plutôt que comme un sujet de deuil, qu'on se retrouve à la fin de la série à avoir une intrigue irrésolue sur les bras qui peut servir de prétexte à faire des suites. Dans une série, la mort d'un proche suscite d'abord l'action, physique ou mentale. C'est bien pour ça que c'est si surprenant dans Insectors que, lorsque Fulgor apprend l'identité de son père disparu, la série choisit de se focaliser entièrement sur le deuil qu'il doit faire de ce père qu'il n'a jamais connu, et pas du tout sur le mystère de ce qu'il est devenu. C'est pas courant dans les séries animées. C'est plus un truc de long métrage animé en effet. Les Pixar, en particulier, essayent de mettre en valeur la dimension psychologique pertinente pour le spectateur des événements vécus par les personnages. Ainsi, la vieillesse de Carl dans Lao, qui doit continuer à vivre après la mort d'Ellie alors que les meilleurs moments de son existence sont derrière lui et qu'il ne lui reste que des regrets, c'est un sujet en soi, et ça le reste de façon proéminente, malgré ce qui se passe ensuite dans le film. Dans une série animée, je pense que ça aurait davantage été mis au service d'autre chose. Ou plutôt, disons que ces sujets du temps qui passe ou du deuil peuvent difficilement être le fil directeur d'une série entière car il n'y a pas de but ou de conflit. À partir du moment où on crée une situation conflictuelle où le personnage refuse le passage du temps ou le caractère provisoire de la vie, on quitte ce sujet pour entrer dans celui plus général de s'épanouir dans un monde imparfait, ce qui est, comme dit au début, le gros enjeu de la condition humaine. L'exploration émotionnelle des situations entourant la mort peut exister dans les séries animées, mais sera davantage l'affaire d'un épisode isolé. Dans Cosmocats 2011 par exemple, il y a un épisode où les héros ont simplement entrepris d'aider un groupe de créatures végétales à quitter la forêt où elles se sont retrouvées piégées accidentellement. Or ces créatures naissent, grandissent, vieillissent et meurent en quelques heures. Cet état de fait donne nos héros, Lionel, ou Starion si vous avez grandi dans les années 80, ainsi qu'aux spectateurs, une perspective différente sur le sens de la vie et l'importance des actions qu'on y mène. Indépendamment du fait que Starion fait n'importe quoi de cette information parce que c'est quand même Cosmocats 2011, c'est très poétique et assez intéressant. Mais une fois encore, ça n'aurait pas pu être le fil directeur de toute la série, c'est l'affaire d'un épisode. Et même là, au bout du compte, ça finit par être mis au service d'autre chose, donc bon... Nous avons jusqu'à présent parlé de la mort dans sa réalité matérielle, nonobstant la résurrection et les fantômes de Jedi, qui bien sûr n'existent pas dans la vraie vie, mais qui renvoient au fait de mourir en tant que tel. Or, la mort, dans l'imaginaire collectif, ce n'est pas uniquement le fait de mourir.
Dans de nombreux systèmes de croyances, la mort est envisagée comme un voyage vers un autre monde ou au sein d'un autre monde. Dans certains d'entre eux, il s'agit d'une épreuve ou d'un jugement dont l'issue dépend du comportement de la personne de son vivant. Les vertueux sont promis à une félicité éternelle au paradis, et les autres encourent une damnation éternelle dans le pire des cas. On trouve en particulier dans la religion catholique le concept de purgatoire, une zone ou une période de transition dans laquelle le défunt, avant de gagner sa place au paradis, doit expier ses fautes, c'est-à-dire subir des punitions en lien avec ses mauvaises actions. Si j'en parle en termes fictionnels, le personnage, parce qu'il est en réalité mort, parcourt un monde taillé sur mesure pour lui, dans lequel il va vivre des épreuves lui permettant de corriger ses défauts. Vous voyez où on veut en venir ? La fiction, notamment animée, met souvent en scène des personnages voyageant dans un autre monde, possiblement dans un rêve même, qui se trouvent être taillés sur mesure pour les besoins de leur développement personnel comme de par hasard. Il est fréquent de trouver dans ces cas-là des théories de fans avançant que le personnage est en réalité plus ou moins mort et se trouve au purgatoire, et que le thème de l'œuvre est donc la mort. Comme sous-entendu précédemment lorsque nous avons donné l'exemple de Sakamoto, nous n'avons jamais été trop fans de ça. Il y a un côté un peu creepypasta derrière cette clé d'interprétation. Avouons, transformer un récit d'aventure mignon en lui prêtant une signification, un sous-texte glauque, c'est un bon gag. Ça a quelque chose de rigolo d'imaginer que Sacha est en réalité mort ou dans le coma, et que ses aventures sans fin alors qu'il ne grandit toujours pas sont un voyage intérieur qu'il est en train de faire dans le purgatoire depuis son lit d'hôpital. Mais c'est un gag, et le prendre trop au sérieux, même dans les cas où ça pourrait se justifier, éloigne de ce dont l'œuvre a réellement voulu nous parler. Bon, il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Certains voyages sont bel et bien une métaphore de l'ascension au paradis, et dans pas mal de cas, on peut avoir le soupçon que c'est là que les auteurs veulent en venir, ou bien c'est une interprétation avantageuse de ce qui est présenté à l'écran. Mais par exemple, pour La Forêt de l'étrange, même remarque que pour Cowboy Bebop, la mort est un sujet, et comme c'est une série d'Halloween, d'assez nombreux éléments liés à la mort sont présents, mais voir la série sous ce seul angle me paraît passer à côté de ce qui est son enjeu principal, le parcours psychologique de Wirth, qui doit surmonter sa tendance à rejeter la responsabilité de ses angoisses sur son frère, et admettre qu'il est le seul à s'empêcher d'être heureux. Même si matériellement il est en train de se noyer, se laisser mourir dans la forêt de l'étrange est une métaphore du fait de fuir ses problèmes et donc de se laisser consumer par eux, pas l'inverse. En fait, le truc c'est que les mondes abstraits et téléologiques de fiction, dans lesquels fondamentalement les événements se produisent parce qu'il est nécessaire qu'ils se produisent afin qu'on en arrive là où l'auteur veut en venir et que les personnages apprennent ce qu'ils ont besoin d'apprendre, ces mondes donc ressemblent au purgatoire parce qu'ils découlent de la même idée d'épreuve. Si en plus le monde en question est un pays imaginaire dans lequel un personnage du monde réel voyage, si possible sous forme spirituelle, on a vite fait d'en conclure que c'est le purgatoire. Mais la fiction doit parler de quelque chose de pertinent pour le public. Or, la caractéristique principale de la mort, comme disait Épicure, c'est que quand elle est là, nous on n'est pas là, et vice-versa. La mort existe en tant que perspective pour notre propre avenir et en tant qu'événement qui arrive aux autres dont on doit supporter l'absence, mais pas en tant qu'expérience sensible. Le purgatoire ne nous concerne pas. En revanche, le fait de profiter des opportunités qui nous sont données de devenir meilleurs avant qu'il soit trop tard, ça nous concerne. Donc ces mondes téléologiques de fiction sont, comme tu l'as dit, comme le purgatoire. Le purgatoire est une référence intellectuelle qui sert de prétexte pour pointer du doigt les démons intérieurs que le personnage doit affronter. Et pour transformer une introspection chiante en aventure épique aussi. À titre personnel, même si c'est très bien tel quel, je suis assez convaincu que La Forêt de l'étrange pourrait avoir strictement le même scénario si Wirth et Greg étaient simplement tombés dans les pommes. D'autres œuvres ne s'en privent pas. En effet, en interprétant La Forêt de l'étrange comme étant réellement le purgatoire ou une croisée des chemins entre s'accrocher à la vie et se laisser mourir, ça ne dit pas grand chose sur la mort, sur le fait de mourir ou le fait d'être mort, car comme tu dis au fond ce sujet ne nous concerne pas. A noter d'ailleurs que expérience de mort imminente, rêve comateux, rêve tout court, véritable voyage ou... autre, ça a tendance à revenir un peu au même, question structure et finalité de l'intrigue. Donc le choix de le voir comme une métaphore de la mort imminente du personnage ou non a finalement peu d'importance. Ah, mais il y a des cas où ça changerait tout. J'ai parlé de voyages qui sont en réalité une ascension métaphorique vers le paradis. En général, c'est un événement de fin d'intrigue, mais il arrive que l'œuvre entière mette en scène un voyage et qu'une part du public interprète celui-ci comme une métaphore du dernier voyage. C'est le cas pour Le Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles, qui est parfois compris comme une façon poétique de présenter la disparition des dinosaures à la fin du Crétacé. Dans le film, les dinosaures, confrontés à la désertification de leur environnement et à la raréfaction des plantes, migrent vers un lieu fabuleux censé avoir échappé à ces grands bouleversements, la Grande Vallée, où la végétation est restée abondante, où l'eau est restée pure, et où il continue de faire beau alors qu'ailleurs c'est un ciel de fin du monde. Dans la réalité, du moins tel qu'analysé à l'époque de la sortie du film, les dinosaures ont disparu il y a 65 millions d'années lors de ce qu'on appelait la crise Crétacé-Tertiaire et il n'y avait pas de Grande Vallée qui tienne. C'est donc assez logique dans un sens de considérer cette migration vers le Jardin d'Éden comme une marche métaphorique vers le paradis, de la même manière que quand Marcelino retrouve sa mère à la fin de ses aventures, en réalité il meurt et monte au ciel. Vous vous en doutez, ce n'est pas notre analyse. Pour nous, interpréter le petit dinosaure comme ça, même si comme tu dis il y a une certaine logique, ça relève de la creepypasta. C'est du même acabit que le coma de Sacha.
À chaque fois que Don Bluth ou un autre membre du staff évoque le film, il est parfaitement clair sur le fait que son véritable sujet principal est le racisme. Et à ce titre, les événements qui sont présentés dedans autour de cette problématique du racisme sont exactement ce dont ils ont l'air. Les personnages d'espèces différentes doivent faire cause commune pour remplir leur objectif. La liberté prise par le film avec la réalité paléontologique n'est par ailleurs pas unique. On ne parlera pas du Disney sur le même principe qui est sorti une grosse dizaine d'années plus tard, mais parlons par exemple d'Astérix. Le village d'irréductibles gaulois qui a survécu à la colonisation romaine grâce à une potion magique dont le secret est transmis de druide en druide est en totale contradiction avec la réalité historique, et n'est pourtant pas, j'espère que vous en êtes convaincus, une métaphore de la mort de la culture celte ou de son accession à une forme d'immortalité en tant qu'idée qui continuerait d'exister dans l'esprit des Gallo-Romains malgré la romanisation. Non, Goscinny et Uderzo ont juste trouvé que ce serait rigolo d'avoir un petit village gaulois qui résiste encore et toujours. Ben le petit dinosaure c'est pareil, c'est un what if historique. Comme tu l'as dit, l'interpréter comme un voyage réel vers un refuge ou comme une métaphore de la mort change tout. Ça présente un avantage, c'est que ça rend cette théorie réfutable au sens popperien. Des éléments permettent d'argumenter pour ou contre cette idée. Comme dit précédemment, il y a le fait que le sujet principal du film est en réalité le racisme. Mais même plus concrètement, le discours de fin parle du fait que les héros vont grandir dans la Grande Vallée, ce qui serait quelque chose de bizarre à préciser si c'était une métaphore du paradis. D'autre part, la mère de Petit Pied, le héros, meurt concrètement dans l'intrigue et Petit Pied doit en faire son deuil. Elle lui apparaît plus ou moins en fantôme de Jedi pour lui donner les dernières indications, mais il ne la retrouve pas dans la Grande Vallée à la fin, ce qui me paraît en contradiction avec l'idée que ce serait le paradis où vont les vertueux quand ils meurent. S'il y a une référence mythologique à rechercher dans le voyage vers la Grande Vallée, ce serait plutôt l'exode des Hébreux vers la terre promise. La mort est quelque chose d'assez paradoxal. Elle nous concerne au premier plan sans être une expérience qu'on peut réellement vivre. C'est un phénomène très concret mais aussi très chargé culturellement et philosophiquement, donc faisant l'objet de nombreuses descriptions et interprétations abstraites. Dans de nombreuses situations, l'antagonisme entre le succès et l'échec, entre la combativité et le défaitisme, entre la liberté et le conformisme, voire entre une attitude positive et une attitude négative, est conceptualisé de la même manière que l'antagonisme entre la vie et la mort, parce que c'est universel et que ça parle immédiatement à tout le monde. Du coup, en retour, tout écueil dans lequel il faut éviter de tomber, tout déterminisme auquel il faut essayer d'échapper ou qu'il faut au contraire apprendre à apprivoiser, peut être rapporté à la mort. Ce qui est indéniable, c'est que la mort, réelle ou métaphorique, est le risque encouru par tout personnage. On pourrait dire qu'une histoire dans laquelle le personnage a échoué sans possibilité de rebondir est une histoire dans laquelle le personnage, narrativement, est mort. Donc il ne faut ni sous-estimer ni surestimer l'importance de la mort en tant que source de motivation, en tant qu'événement et en tant que sujet dans l'intrigue. C'est en sachant saisir la condition humaine dans son œuvre qu'on peut faire écho aux inquiétudes et aux aspirations du public, afin d'y proposer des réponses et ainsi de captiver le spectateur, ce qui caractérise un dessin animé qui mérite qu'on s'en souvienne. Sulfureux, hante la nuit, où les rocs se disloquent, genre Stromboli. Côté chauffage, c'est l'idée fixe. Remontons la rivière Styx. Embarquement immédiat au purgatoire.